Dans le village où je suis né, à la fin des années 40, au fin fond de la campagne algérienne, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 3 oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne, qui nous dominait. Alors mon père, n'en pouvant plus de cette misère, un matin très tôt à l'aube, avait ramené une vieille camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté, nous les enfants, dans la camionnette. Et il a jeté ma mère dans la camionnette. Et la camionnette a descendu la piste du village, doucement, silencieusement, au point mort. Pour ne pas réveiller mon grand-père, on voulait l'abandonner là-bas. Mais mon grand-père, qui était en train de rêver qu'on était en train de l'abandonner, s'était réveillé et dès qu'il a vu le camion cahoter sur les cailloux de la piste, il s'est mis à courir derrière nous. Il a couru 500 mètres, il nous a rejoints, il a sauté, il s'est accroché derrière le camion. Mon père, qui était assis à l'avant près du chauffeur, avait sorti la tête et nous criait de ne pas le laisser monter. On a essayé de lui écraser les mains. Mais mon grand-père, une fois qu'il est accroché, c'est trop tard. Mon père nous a lancé la manivelle et nous a dit cognez-lui les doigts avec. On a essayé, ouelou. Un de mes petits frères nous a donné une idée. Et si on lui sciait les doigts? On a tous sauté sur une vieille scie qui se trouvait là, dans le fatras du déménagement, et on s'est mis à lui couper les doigts un par un, tout en se passant la scie pour faire plaisir à tout le monde. Lorsqu'il ne restait plus que 2 doigts qui commençaient à lâcher, mon grand-père a regardé derrière lui quand il a vu la misère dans laquelle il allait rester s'il tombait, ses doigts ont repoussé. Alors comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, ben on l'a traîné comme ça, derrière le camion, pendant 250 km, jusqu'à la ville, la grande ville, Alger, la Blanche. À Alger, nous sommes allés à la Casbah, le vieux quartier populaire, chez mon oncle Rabah, qui habite une ancienne buanderie qu'il avait transformée en appartement grand standing, avec toutes les commodités au rez-de-chaussée, 3 rues plus loin. Mon oncle a poussé tout le monde et il nous a dit « Bienvenue dans la famille ». On a habité 12 ans chez lui. À l'époque, quand je suis arrivé moi à Alger, je ne parlais pas du tout l'arabe, je ne parlais que le kabyle. Alors tous les matins, quand je sortais dans la rue pour jouer, les enfants de la Casbah par dizaines m'entouraient et ils se mettaient à chanter, à taper dans les mains. Kabyle, débile, plein de merde et plein de billes. Baili, bono, bono, Jabal Kharafi, bono. Alors moi je comprenais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais j'aimais bien la musique. Hein. Alors eux ils chantaient Kabyle débile et moi je dansais. Bono bono Jabal Kharafi bono. Bono bono Jabal Kharafi bono. Quelque temps après, j'ai appris l'arabe et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et j'ai compris autre chose. Eux aussi étaient kabyles, mais ils ne le savaient pas. Quelques jours après notre arrivée à Alger, mon père a trouvé son premier travail comme éboueur à la voirie municipale. Tous les matins, avec mes frères et sœurs, on montait à Bab Jdid, sur les hauteurs de la Casbah, et on se mettait sur le trottoir du boulevard de la Victoire, et on attendait. On était heureux de voir arriver le camion d'ordures avec mon père debout sur le marchepied à l'arrière de la benne. On était fiers de lui. Ya Bouguelb. Et quand le camion arrivait près de nous, mon père nous faisait des petits signes avec la main. C'était magnifique, on dirait le général de Gaulle qui défilait. Tous les soirs, il nous ramenait du chocolat, du fromage, des pantalons et des chemises, des crayons et des cahiers triés dans les ordures. Ah, c'était la belle époque, hein. Puis, quand la guerre d'Algérie a éclaté en 1954, mon père, de par sa fonction, est entré naturellement dans le terreau de la Révolution. Au début, il n'était qu'un simple exécutant dans les réseaux de la guérilla urbaine, puis petit à petit, il a pris de l'importance, il est monté dans la hiérarchie, et un jour, il a créé son fameux groupe, le Commando des ordures d'Alger. Un jour, ils ont arrêté mon père, ils l'ont coincé, il a fait 3 ans de prison. Ma mère était très contente le jour où mon père est allé en prison. 3 ans de vacances. C'était les seules années où ma mère n'a pas accouché.
Mais quand mon père est sorti de prison, il s'était rattrapé. Hein. Tous les 3 mois, j'avais un frère nouveau. Quand mon père était en prison, nous les garçons, on avait tous quitté l'école et tous les matins, on allait au marché de la rue de la Lyre, au marché de la Synagogue, au marché de la rue de Chartres et on vendait des cigarettes, du persil, de la galette et de la chic pour subvenir aux besoins de la famille. Puis, quand mon père est sorti de prison, juste quelques jours après, l'indépendance était venue. Ou bien elle était partie, je m'en souviens plus. En tout cas, elle est passée très vite, on n'a rien vu. Hein. Elle nous a laissé que son odeur. À l'indépendance, on s'est réinscrit à l'école. Moi, quand j'ai passé la 6e, j'avais 18 ans. Moi, j'étais le plus jeune. Il y avait un élève avec nous, il avait son papa dans la même classe que lui. D'ailleurs, son père s'asseyait toujours à côté de lui, comme ça il peut copier aller. Un jour, la direction de l'école avait trouvé malheureusement que nous étions tous devenus trop vieux pour les études et ils nous ont renvoyés. Et depuis, on traînait dans les rues de la ville, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, sans avenir, sans projet, sans travail, sans affection et sans amour. Toute la journée, on jouait au football. Des équipes de 49 joueurs contre 92. Avec 250 remplaçants sur la touche. Dans un stade de 14 mètres carrés. Le match, il durait 18 heures. On marquait des centaines de buts. Et à la fin du match, l'équipe qui a gagné, elle boit les 2 bouteilles de Gézouz. Les 2 bouteilles de limonade qui nous attendent dans un seau de glace chaude posé sur la touche. Mais tous les après-midi, à 5h30 précises, on laissait tomber le football et on allait tous se coller au mur de l'entrée de la cité et on attendait les filles qui sortaient des écoles et des collèges environnants. Alors les filles, quand elles arrivent, elles passent à côté de nous. Nous, Zama, c'est la chouma. Eh ben oui, c'est le respect, c'est la pudeur. On baissait tous la tête. Nous, on était comme ça, mais cet œil... Cet œil, il travaille. Cet œil, il va au boulot. C'est un sonar, un radar. Cet œil, on l'envoie en mission. Hein. Il suit les filles, il monte les escaliers et il rentre dans la salle de bain. Et il revient nous faire un rapport détaillé sur la situation. On était tous tête baissée quand les filles passaient. On était tous tête baissée quand les filles passaient, mais dès que Jamila arrivait, dès que Jamila passait, alors là, le goudron fondait, les murs tremblaient, et dès que nos regards croisaient le sien, on était pris par la grippe. La grippe asiatique, la fièvre espagnole. Olé, olé, matador, Jamila, on t'adore. Mais il faut dire que Jamila était belle, elle était magnifique. Elle avait un corps diplomatique. Des cheveux jaunes, elle avait des yeux comme des agates, un nez tout petit, tout fin. Jamila était belle, et nous, nadim. Le nez comme des merguez. Je te jure, il y en avait un, c'était un rouleau de merguez qu'il avait comme ça. C'est un cachet, ah, d'accord. Même pas halal, hein. C'est un saucisse de morto, ah, d'accord. Et on était tous couverts de boutons. On était colonisés par les boutons. Zama al-hab shabab.